énième coup de semonce de l'Alliance des États du Sahel contre des voisins comploteurs et leurs sponsors présumés. Le Mali, le Niger, le Burkina Faso, au nom de la charte du Liptako gourmand, annoncent avoir placé en état d'alerte maximale leurs forces de défense pour parer à toute éventualité. Mais au fond, à qui profite un affrontement? Qui profiterait un affrontement entre l'AES et la CEDEAO? Quel chemin de retour à la sérénité entre les deux entités? 90 minutes pour en parler. Au plateau, Luc Kouméabalo-Abaki. Mon cher ami, bonjour. Gilles, bonjour. Bonjour à tous les fidèles téléspectateurs de notre émission Forum de dimanche. Luc Abaki est journaliste, il est écrivain, il dirige l'Institut africain d'études stratégiques et de géopolitique. Avec lui, l'homme qui clôture l'année avec nous, l'homme qui ne bouge pas, son excellence Sogoyou Kegewe en personne. Bonjour. Bonjour Gilles et bonjour pour le beau chapeau de chef. Je ne sais pas si tout le monde peut le porter. Dans le cas, si c'est vrai, tout le monde peut le porter. Tu m'en amènes un la prochaine fois. Il faut être initié d'abord. Il faut être initié. Initié. Tu peux m'initier. Ceci dit, bonjour à nos téléspectateurs et effectivement, nous marchons à grands pas vers la fin de l'année. Nous sommes venus aujourd'hui dire au revoir à l'année 2024 et au revoir aussi à tous nos téléspectateurs pour qu'on se retrouve dans l'année 2025. Bonne Merci. Santé et avec les projets bien mûri. Ancien ambassadeur, journaliste Sogoyou Kegewe. Le sujet donc du jour, Mali, Burkina, Niger. Sur le pied de guerre, vous êtes conviés à enrichir cette émission avec vos contributions que nous recevons via WhatsApp, plus 228 96 08 43 43. Si vous nous suivez ce dimanche, nous sommes en direct à midi et à 13h10. Je me ferai le plaisir de relayer vos contributions. Si c'est indifféré que vous nous recevez sur notre chaîne YouTube, New World TV officiel, c'est le moment de nous protéger avec votre pouce. Likez cette émission, commentez abondamment New World Forum et activez la cloche de notification en vous abonnant si ce n'est pas encore fait. Ainsi vous recevrez donc des alertes lorsque nous avons de nouvelles vidéos. Et puis partagez New World Forum pour porter loin la voix de l'Afrique qui refuse la confrontation. Eh bien, Luc Abaki, le Mali, le Niger, c'est venu en milieu de semaine et le Burkina Faso annonce avoir placé leurs forces armées en état d'alerte maximale, oui, dernier degré. Pourquoi? Ils pensent qu'il y a des manœuvres de déstabilisation à leur porte. Les pays limitrophes, ils ont donné certains noms, notamment le Nigeria, le Bénin, la Côte d'Ivoire. Et les trois pays du Liptako gourmand, est-ce qu'ils se sont bien assurés du fait avant que de s'inquiéter de la cause, pour parler comme Fontenay, Non, est-ce que vous avez le sentiment qu'ils sont déplaisantés? Non plus. Donc ça veut dire qu'ils ne peuvent pas sortir, ils ne sont même pas dans les affirmations gratuites non plus. Mais je pense qu'il faut revisiter un peu le contexte. Il y a de cela pratiquement un an que les trois pays, sentant la menace venir, vivant en tout cas toute l'hostilité organisée par la CEDEAO et donc ses complices, ont décidé tout simplement de leur retrait de cette communauté-là. Et donc, quand ces pays ont annoncé donc leur retrait, vous avez vu toute la transe dans laquelle les autres pays, en tout cas de la CEDEAO, sont rentrés pratiquement, ainsi que la puissance occidentale, qui estimaient que ce n'était pas opportun que ces pays sortent, etc., etc. Et pourtant, il y avait des éléments matériels assez probants qui justifiaient justement ce choix de sortir de la CEDEAO. Parce que précisément, pourquoi rentre-t-on dans une organisation sous-régionale qui soit plus grande qu'un pays? C'est sans doute pour non seulement préserver les intérêts, mais les amplifier, protéger tout ce qui est relatif aux besoins d'épanouissement et de protection d'un pays et de peuple. Cela dit, on a vu à quel point la CEDEAO, depuis toujours, s'est érigée en frondeur totale contre ces pays-là qui, malheureusement, font face quand même à un défi qui est en réalité commun. Je parle du terrorisme. Alors, dans un tel contexte, ils sont sortis et vous avez vu tout ce qu'il y a eu, la conspiration, les attaques frontales, etc., etc. Aujourd'hui, si les trois pays en viennent à dire qu'ils mettent leurs États et leurs armées en état d'alerte maximale, c'est pour une bonne cause. Et c'est fortement justifié. D'autant plus que la CEDEAO, qui se devait tout simplement, lors de sa réunion du 15 décembre, d'acter formellement la sortie donc de ces trois États,
jouons en prolongation pour dire, bon, mais écoutez, on va quand même leur accorder encore, on prend acte, mais quand même on accorde 6 mois pour essayer de voir s'il y a cette possibilité pour nous de les ramener dans le giron de notre communauté, etc., etc. Mais attendez, si vous rentrez dans une communauté parce que vous voulez préserver vos intérêts, parce que vous voulez les amplifier, et que cette communauté-là est vraiment une opportunité pour vous, et vous sortez, il n'appartient pas à la communauté de vous courir après, parce qu'en réalité, c'est selon vos intérêts que vous y allez. Et vous trouvez qu'ils constituent une menace, mais il faut tout simplement les libérer, et de sorte que, bon, mais ils puissent se manifester comme des laissés pour compte, et que tout le monde se rende compte qu'ils se sont trompés dans le choix qu'ils ont opéré. Mais au même donc, moment, si la CEDEAO n'a pas tort de vouloir la conciliation. Tant mieux, mais attends, est-ce que c'est la conciliation en question, est-ce qu'elle doit être verbale ou c'est à travers les actes? J'ai rappelé un certain nombre de faits qui justifient la sortie ou la décision de sortie de ces 3 pays-là. Est-ce que la CEDEAO a aujourd'hui les moyens intellectuels nécessaires, moraux et spirituels qui lui permettraient de se corriger d'abord et d'être finalement une institution qui permettrait justement à cette CEDEAO, au pays de l'AES, de retrouver confiance et de se dire qu'on a intérêt à composer avec la CEDEAO en tant que pays membre. Mais non, justement aujourd'hui, la CEDEAO est plutôt dans l'agitation permanente. En tout cas, beaucoup de pays de cette communauté-là semblent plutôt se positionner en frondeur et puis avec une hostilité manifeste. En témoignent toutes les révélations qui ont été faites, je pense qu'on va revenir là-dessus, par le général Tchiani dans la foulée justement de ce communiqué-là, et qui montre qu'en réalité, la CEDEAO n'a pas démordu. Elle est restée logique et cohérente par rapport à son désir de montrer de quoi elle est capable à ces pays de l'AES. Excellence, Sogoyou Kegoué, c'est quand même une décision très grave. Mettre les forces armées des 3 pays en état d'alerte parce qu'on a soupçonné des manœuvres aux frontières. Gilles, je crois qu'on doit commencer à réfléchir sérieusement et très sérieusement. Finalement, à force de réfléchir, moi, je suis gêné, je suis choqué qu'on parle de la CEDEAO. Parce que les pères fondateurs de la CEDEAO avaient fixé un objectif à cette organisation que nous tous nous connaissons. Entre-temps, l'organisation est morte, mais il y a eu 3 ou 4 compères, la bande des 4, comme ça s'était passé en Chine après la mort de Mao. Il y a eu la bande de 4 chefs de l'Afrique de l'Ouest qui ont récupéré le cadavre de la CEDEAO. Ils ont cousu un grand boubou sur lequel c'est écrit CEDEAO. Ils ont mis ça pour alimenter leurs ambitions personnelles, pour alimenter leur fortune personnelle, pour alimenter leur pouvoir personnel. Et ils disent CEDEAO. Il n'y a pas de CEDEAO. Il y a une ambition de la bande des 4 de semer le bordel dans toute la région ouest africaine. Et ceci, j'en viens à la réponse à ta question. Tu dis les pays de l'AES sont en état d'alerte. Mais tu me fais rire. Les pays qui devaient être en état d'alerte, c'est les faux CEDEAO là. Ils croient que quoi? Ces faux 4 chefs CEDEAO là, les faux CEDEAO là, la bande des 4 là. Ils croient qu'ils vont aller attaquer l'AES et puis les gens de l'AES sont là à applaudir. On va tuer les gens de l'AES, on va tuer les militaires de l'AES, on va bombarder les villes, les villages de l'AES et puis rien n'arrive chez eux. Aujourd'hui, si une région où des pays sont réellement en danger, c'est la bande des 4 qui se croient à l'abri et qui auront de très désagréables surprises le jour où ils vont toucher à un seul cheveu d'un pays de l'AES. Mais qu'est-ce que vous croyez? Aujourd'hui, par satellite, on voit tout. On l'a dit et redit ici. On vous dit, la dernière fois, à la dernière émission, je vous ai dit, mais comment voulez-vous que l'AES écoute ces gens pour une réconciliation alors qu'ils sont en train d'encercler l'AES avec des bases militaires? Je l'ai dit avant que Tchiani ne vienne parler. Je l'ai dit ici. Vous les encerclez avec des bases militaires et vous leur dites, venez, on va se réconcilier. Réconcilier comment? Aujourd'hui, le président Tchiani est sorti et il nous a donné les détails, les précisions que nous n'avons pas. Aujourd'hui, moi je dis ceci. Ce n'est pas seulement les pays AES qui doivent mettre leurs armées en état d'alerte, mais les 4 larrons, la bande des 4 fouteurs de merde dans toute l'Afrique de l'Ouest, je les encourage à mettre leurs armées en état d'alerte maximal.
Parce que dès qu'une bombe quitte leur pays, tombe dans l'AES, ils en recevront au moins 10. Dès qu'une armée, même de 10 personnes, quitte leur pays, parce qu'on vérifie tout, on sait d'où les gens viennent, et attaque un pays de l'AES, ils recevront des divisions blindées entières. Donc il ne faut pas qu'ils restent comme s'ils étaient dans une tour d'ivoire quelque part, et ils vont foutre la pagaille dans d'autres pays qui ne demandent qu'à vivre en paix. Dites-moi, l'AES a attaqué qui? Même verbalement. Dénoncer, ce n'est pas une attaque. Vous avez fait des choses, les gens ont vu, ils vous disent, vous faites ça, ce n'est pas bon. Pourquoi le président Tchani est sorti pour parler comme ça? Mais parce que quand on leur dit, comme ils ont fait d'ailleurs, ah non, c'est faux, ah non, ceci, mais le président Tchani prend à témoin les populations de ces pays des 4 traîtres. Les pays de la bande des 4 là, c'est leur population, c'est à leur population que le président Tchani s'est adressé. Pour leur dire, si vous les laissez faire, le jour où vous allez récolter des grappes entières de missiles, ne nous posez pas la question d'où ça vient. Parce qu'on vous aura averti, c'est vous qui les avez mis là-bas. Maintenant, les démentis de la CEDEAO, mais ça dit que de la bande des 4. Parce que la soi-disant réponse était destinée à protéger celui qui était le plus directement accusé. Mais Gilles, qu'est-ce que tu crois? Quand un président nègre arrive en France, on mobilise la garde nationale, qui fait de la musique, qui chante des chansons soi-disant africaines idiotes et qui danse comme des nègres, mais c'est qu'il y a quelque chose. À partir de là, on devait savoir qu'il y a une trahison en l'air. Parce que qu'est-ce qui lui fait mériter ça, cet honneur indu, cet honneur inhabituel? Est-ce que tu n'as jamais vu la garde nationale danser en France parce que Clinton est allé, l'autre, Zelensky est allé, parce que Trump est allé? Non! Pourquoi on fait ça à un chef nègre? Parce qu'on a fini de l'entortiller, de le mettre dans la poche, et il se prend pour quelque chose, il marche comme un caméléon, et il croit qu'il est quelque chose. Donc, ces États provocateurs, ces États guerriers, ils vont subir le sort de l'Ukraine. C'est-à-dire, l'Ukraine a accepté de mettre son pays en guerre pour qu'on tue les Ukrainiens, alors que ceux qui le mettent en guerre, on envoie les armes, on envoie l'argent, aucun de leurs citoyens ne meurt. Oui, mais vous avez évoqué tantôt le démenti de la CEDEAO. La commission, justement, de la communauté ouest-africaine a sorti un communiqué. Le Nigeria également a apporté son démenti. La Côte d'Ivoire de même. Est-ce que ces démentis suffisent pour assurer les troupes en alerte qui croient finalement des pays de l'AES et des versions données par les pays accusés? Attends, quand Tchani a parlé, il parle avec des... C'est comme tu rentres à la maison, tu trouves ton fils, il a mangé toute la marmelade, il a plongé la main dans la marmelade jusqu'au cou, son visage barbouillé de marmelade, sa chemise barbouillée de marmelade. Tu lui dis, pourquoi tu as mangé ma confiture? Il dit, non papa, j'ai rien touché. Bon, est-ce que tu as besoin d'autres preuves pour savoir qu'il a touché à quelque chose? Quand les pays là, collectivement ou individuellement, disent nous on ne soutient pas les terroristes, Gilles, quelque part, il faut leur donner raison. Ce n'est pas les terroristes qu'ils soutiennent. Ils soutiennent les commanditaires des terroristes. Parce que les terroristes, depuis qu'ils sont là, ils n'ont pas de revendications politiques, ils n'ont pas de revendications territoriales, ils n'ont pas de revendications économiques, ils n'ont pas de revendications sociales à part tuer des innocents. Alors, c'est quelqu'un qui a commandité les terroristes et c'est ce quelqu'un-là que les 4 larrons soutiennent. C'est pourquoi ils disent nous on ne soutient pas les terroristes. Ils ont raison. Ils soutiennent celui qui sponsorise les terroristes, celui qui a envoyé les terroristes tuer les nègres pour que les richesses des nègres retournent dans sa poche. Voilà la différence, voilà la nuance. Lucas Baki. Mais dans le raisonnement de Tchani, comme l'a dit l'ambassadeur à l'instant, il n'était pas question de dénoncer tout simplement. Il était question d'évoquer les faits de façon chirurgicale, avec des dates, avec des coordonnées géographiques, etc. C'était d'une évidence tellement limpide que je dis, ben écoutez, le général Tchani quand même, c'est un monument, c'est une bibliothèque. Il a même donné les coordonnées géographiques des bases militaires au Bénin, etc., etc. Face à ce fait, aussi révélé de façon très nette et précise, les démentis dont vous parlez, est-ce qu'ils sont rentrés en contradiction
ou en contradiction avec ce que le général a dit. Non, il s'agissait là des affirmations dans le vague, dans les principes. Eh bien, écoutez, nous on est des pays machin, démocratiques, on ne soutient pas des... Mais écoutez, il était mieux pour la CEDEAO, pour le Bénin, pour la Côte d'Ivoire, pour le Nigeria, de se taire tout simplement face à cette évidence-là. Quand vous avez fait la dissertation, vous savez que quand on évoque des éléments, vous voulez faire la critique, vous utilisez les éléments point par point et vous apportez le démenti. Vous apportez les éléments contradictoires nécessaires. Plutôt que de rester dans la généralité pour évoquer des arguties qui ne tiennent pas la route. La preuve, la CEDEAO est tellement dans une fuite en avant que même au bas de des pages des réseaux sociaux de la CEDEAO, ils ont bloqué les commentaires. Pourquoi? Vous voyez, nous sommes en train de faire une émission ici. En deuxième partie, il y aura la participation des téléspectateurs. Ça nous permet d'avoir le feedback et donc d'évaluer le niveau de pertinence des argumentations que nous sommes en train de développer ici. Pourquoi donc, si vraiment la CEDEAO est aussi convaincue d'être vraiment dans la pertinence et d'être sincère, elle bloque les commentaires. Prenons 2 ou 3 exemples. Dans le cas précis, par exemple, de la Côte d'Ivoire. Vous vous rappelez, le général Lecointre, François Lecointre, qui était l'ancien chef d'état-major de l'armée française. Lorsqu'il a fait une interview en France, estimant qu'il était du devoir de la France de revenir dans les pays de l'AES et même de l'espace francophone, parce qu'il estime que les intérêts de la France sont menacés et que si la France doit pouvoir continuer de vivre et de jouir donc de son aura en Afrique, il faut qu'il revienne et qu'il fasse partie de ces régimes-là. Il n'était pas le seul. Il y avait Didier Lecastre, le patron de GIOS, qui clairement nous a dit, à travers, lorsqu'il était entendu par le Sénat français, il nous a dit que depuis décembre 2023, le port d'Abidjan est sous sa gestion, sous la gestion de GIOS. Que ce soit les opérations en in ou en off, et tout ce qui est lié à la sécurité, etc. Et puis il recommande quoi? Que si la France veut conserver son influence, il faut qu'elle se fasse demander. De sorte à prendre le port d'Abidjan, l'aéroport d'Abidjan, le port Boué, et le Nord, qui était un champ de tir à Abidjan là-bas, pour les transformer en camp multinational de mise en condition opérationnelle pour que les contingents français, etc., viennent s'organiser là-bas en dissimulant, parce qu'il dit bien, parce que c'était toute une stratégie. Il dit que la stratégie démonstrative et bruyante ne peut plus marcher. Il faudrait que la France aujourd'hui vienne de façon discrète, sans uniforme française, et donc en étant bigarré, mais de sorte à infiltrer tous les secteurs économiques, culturels, militaires, etc., de sorte à pouvoir commencer à recontrôler ça. Mais quand il dit ça, et même Jean-Marie Bockel, qui est l'envoyé spécial de Macron en France, il a fait son rapport. Et il a fait une conférence où il dit que lorsqu'il y a eu la crise au Niger en juillet dernier, la France a été capable de mettre à disposition ou bien d'installer en quelques heures 2000 forces françaises à Abidjan. À l'époque, le chef d'état-major de l'armée ivoirienne n'avait pas senti le besoin de démentir ça. Ces 2000 hommes qui ont été mis là, qui sont donc révélés par Jean-Marie Bockel, envoyé spécial de Macron en Afrique, ils sont devenus quoi? Et s'ils sont là, comment donc aujourd'hui le général Tchani parle donc de toutes les opérations qui de toutes les conspirations, et on sent le besoin de démentir ça. Soit installé, c'est une chose, mais qu'ils aient le projet d'aller attaquer. Le rapport était là, juste 2 mots, pour dire. Il dit bien, quand il y a eu la crise au Niger, vous vous rappelez la réaction de la France lorsqu'il y a eu le coup d'État au Niger. C'était la France qui était au devant de la scène pour une intervention militaire. Et donc, les 2000 Français qui étaient donc installés à Abidjan avaient pour mission d'intervenir à Niamey. Oui, mais quel type d'intervention, ça, personne ne sait. C'est très simple. Peut-être pour protéger les ressortissants français. Non. Les soldats français qui sont arrivés à Abidjan, moi, ça ne m'intéresse pas. Mais j'aimerais dire à Gbagbo, à Tidjani Thiam, à quel candidat encore, à Simone
Pardon? Simone Gbagbo. Ah, Simone et Yvette tout ce Gbagbo. qui- À l'autre là. Blé Goudé. Blé Goudé, L'homme d'affaires Soro. métis là. Ah ouais, comment il s'appelle là, Voilà. Jean-Louis Bion. Jean-Louis Bion. Jean-Louis Bion. C'est à eux que j'aimerais dire que ce n'est pas la peine de gagner les élections parce que les 2000 hommes sont là pour vous massacrer et donner le pouvoir à qui vous savez. Ils ont déjà fait, ils vont recommencer. Je n'ai pas compris. Je dis, les candidats réels, vrais, qui ont une chance de gagner les élections en Côte d'Ivoire, on a envoyé les 2000 hommes pour que si quelqu'un d'autre que celui de la France gagne, mais qu'on le massacre comme on avait vitrifié Laurent Gbagbo. Ça, c'est vous qui le dites. Attends, c'est des analyses. Une analyse, on dit ce qu'on pense et on dit ce qu'on voit. Et malheureusement, ce que nous disons ici finit par se passer. Donc, il faut mettre ça au conditionnel. Quel conditionnel? Je dis que ça s'est déjà passé. On a bombardé le palais présidentiel à Abidjan, on a sorti un président et on a mis quelqu'un. Et aujourd'hui, c'est les mêmes qui sortent nous dire que ce quelqu'un qu'on a mis n'avait pas gagné les élections. Est-ce que il faut mettre ça au conditionnel aussi? Je dois mettre au conditionnel? Non. Donc, écoutez, moi, il y a quelque chose. Les 4 chefs d'État qui salissent les idéaux de la CEDEAO. Parce qu'il faut qu'on les CEDEAO là. Quand on fait ça, on fait qu'ils sont couverts par les autres présidents innocents. Est-ce qu'on n'a jamais cité le Libéria dans cette pagaille? Non. La Sierra Leone? Non. Il y a des pays de la CEDEAO qui sont là, qui ne se mêlent à rien. Mais quand on dit CEDEAO, ça veut dire que tous ces pays qui ne se mêlent de rien, on les met et involontairement, ils soutiennent ce que font les 4 pagailleurs. Parce que tu ne peux pas aller, parce qu'on t'a donné une médaille à Paris, parce qu'on a dansé pour toi, tu viens mettre en danger ta propre population. Je dis, ce n'est pas les États du Sahel qui sont en danger. Oui, mais je le dis, je le répète. Ce que je voudrais savoir, pourquoi on ne met pas en place une commission d'enquête ou peut-être même un voyage de journalistes pour aller constater sur le terrain ce qui se passe? Non, écoute, de se perdre communiqué interposé. Pourquoi on ne crève pas cet abcès? Oui, tu fais ton travail d'animateur de l'émission, tu poses des questions, tu veux qu'on défonce des portes déjà ouvertes. Bon, je réserve mes énergies pour autre chose que de défoncer les portes ouvertes. Mais quand on donne les positions GPS, est-ce qu'on a besoin d'envoyer une délégation? Oui, mais ça, c'est une partie qui a donné les positions. Quand on donne les noms, est-ce qu'on a besoin d'aller chercher? Quand on donne les dates, maintenant, j'aimerais qu'on me dise que, ce que Tiani a dit, les coordonnées GPS qu'il a données sont fausses. Voilà. Que l'endroit là n'a jamais existé au Bénin. Est-ce que quelqu'un a dit ça? On a dit tel jour, telle heure, à tel endroit, on a tenu telle réunion et on a dit le nom de qui opérait la réunion. Je croyais que le communiqué des 4 larrons va dire non, il n'y a pas un général ou un colonel qui s'appelle comme ça. Et tel jour, ce colonel a des alibis, il était en Papouasie-Nouvelle-Guinée pour chasser du bison. Alors, il ne pouvait pas être là-bas à la réunion à Accra ou ailleurs. Non, on n'a pas. Et ce que la CEDEAO a fait, ce n'est pas un démenti, c'est une honte. Elle s'est honnie elle-même. On dirait qu'elle n'a pas des éléments capables devant une crise aussi aiguë de concevoir une réponse. Il n'y avait même pas de réponse. Vous le faites, on vous voit, on vous dénonce, mais je dis ceci, que Tiani a fait un travail de salubrité publique. Il veut mettre en sécurité tous nos pays, parce que toute guerre dans l'AES implique une guerre généralisée dans la CEDEAO, parce que les gens qui commanditent ces guerres par personne interposée n'ont pas seulement l'AES dans le viseur. Moi, je suis scandalisé, choqué, attristé de voir qu'un pays comme le Nigeria, qui a survécu par miracle à une division avec le Biafra, qu'aujourd'hui le Nigeria prête main forte à celui qui a voulu lui enlever le Biafra pour saucissonner d'autres pays, oubliant que les ressources énergétiques, gaz et pétrole du Biafra sont encore là, elles sont convoitées, et que celui qui avait fait le Biafra est toujours là, il veut récupérer son Biafra. Qu'est-ce que les gens du Biafra ont dit au moment où on menaçait d'attaquer le Niger? Ils ont dit, si vous attaquez le Niger, nous, on déclenche notre rébellion. Or, si quelqu'un fait une rébellion dans le bassin de delta du fleuve Niger, qui s'appelle Biafra ou autre chose, tu sais que c'est quelqu'un qui va encore l'alimenter en armes. Toi, Nigeria, tu vas faire la guerre au Niger, on te fait la guerre dans le delta du fleuve, on te prend ton Biafra, et après, il te reste quoi? Les Ibo, ils prennent le Biafra. Je l'ai déjà dit ici,
les Yoruba vont prendre leur région, les Hausa prennent le nord. Et toi qui as des décorations, des danses à Paris, dis-moi qu'est-ce qu'il te reste pour ton pays? Oui, bon, maintenant les positions sont figées. Dans un cas comme dans l'autre, Luc Abaki, quels sont les scénarios possibles désormais à l'analyse des différentes positions exprimées? Non, c'est que les gens fassent preuve de bonne foi. Je vais revenir sur un élément que le général Tchani a aussi évoqué. Il a mis au défi le ministre de la Sécurité du Bénin. Rappelant qu'en septembre, le Bénin a commandé plus d'une centaine de drones à la Chine. Et il a décrit les caractéristiques des drones là, qui ont été commandés et qui sont arrivés à Cotonou et qui ont été distribués à des terroristes. Il dit qu'ils ont suivi la distribution de ces drones-là, etc. Et puis il les met au défi. Mais écoutez, est-ce qu'il y a une autre manière plus directe et plus franche d'attaquer quelqu'un et de lui dire que tout ce que tu fais, je vois cela à la loupe? Mais il le dit même avec une extrême précision, avec une aisance notoire, qu'en réalité, on sent à travers le regard tout seul qu'il s'agit là de vérité. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Je pense que chacun d'entre eux doit pouvoir comprendre. À partir du moment où ils ont été aussi dénudés, qu'en réalité, il ne sert plus à rien aujourd'hui, en ce 21e siècle, de commencer à jouer à la fourberie, au faux, à manquer de franchise et de sincérité, parce qu'en réalité, ces trois pays de l'AES se sont tellement équipés qu'ils suivent tout ce qui se passe autour d'eux. Et ils sont hautement conscients des menaces qui sont là. Et ils font très bien d'anticiper pour évoquer cela. Il appartient désormais à ces pays traîtres-là, qui sont dénudés et contre lesquels l'opinion est en train de se fermenter. Vous voyez bien tous les commentaires qu'il y a autour donc des révélations qui ont été faites par Tchani, qu'il leur appartient de revenir à la raison. Parce qu'en tant que dirigeants des États, ils ont une responsabilité vis-à-vis de leur peuple. Et il y a des valeurs endogènes qu'il faut promouvoir. Et ces valeurs-là, c'est les valeurs de solidarité, de complémentarité, de mutualisation des énergies. C'est-à-dire l'esprit et la lettre qui avaient animé les chefs d'État qui ont mis en place justement cette communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. Malheureusement, toutes ces valeurs ont été dégradées aujourd'hui. Si vous voulez des solutions propres, ça veut dire que ceux qui sont de mauvaise foi aujourd'hui, qui mettent en berne toutes ces valeurs-là, c'est à eux de revenir à la raison et de comprendre que tout ce qu'ils font dans l'ombre est vu et connu. Comme on le dit de façon vulgaire chez nous, là où ils semblent se cacher, ils pensent se cacher, mais c'est là où les trois pays de l'AES se couchent justement. Vous voyez? Donc il n'y a plus rien à camoufler. Tout ce qui se fait là, on sait très bien que ces États-là n'ont aucun intérêt en vérité à déstabiliser les pays de l'AES. Oui, mais justement, c'est la question centrale. Quel est l'intérêt de ces pays aujourd'hui à provoquer une guerre qui va embraser toute la région? La réponse a été donnée par l'ambassadeur. C'est-à-dire qu'ils sont au service d'un commanditaire qui est là, notamment la France, que le général Tchani a clairement désigné. Mais pourquoi ils sont au service de la France? C'est parce que eux, leur légitimité est compromise au plan interne et ils savent qu'en réalité, s'ils n'ont pas un soutien extérieur comme celui de la France, ils sont des feuilles mûres qui risquent de tomber parce que la peuple... Est-ce que cet argument, il ne s'agit pas seulement de pays francophones, le Nigeria aussi est concerné par exemple. Oui, mais écoutez, qu'est-ce que vous... Le fauteuil de... Tinubu vient d'où? Il vient de te parler, non? C'est pas là-bas que les gens ont dansé dans son honneur. Voyez-vous, donc c'est pour dire, en tout état de cause, que ces derniers-là, ils savent très bien qu'ils ne sont pas légitimes. Ils ont un problème de légitimité avec leur peuple. Parce que leur bouclier devait être leur peuple. Et ils devaient comprendre qu'ils doivent travailler pour les intérêts. Parce que justement, cette déstabilisation-là va embraser toute la sous-région. Et ça fait justement l'affaire des puissances occidentales, notamment de la France. Parce qu'elle se nourrit de notre instabilité pour justifier justement sa présence et son infiltration dans nos réalités. Excellence, qui a intérêt à provoquer un affrontement entre la CEDEAO et l'AES? La France. Mais est-ce que... Attends, quand Tchani parle, c'est tellement clair. Ouais, bien sûr. Mais Tchani, il ne fait pas de contorsion. Il parle très clairement. Il a désigné nommément et des individus et des pays. Bien sûr. Écoute, tu connais la première ministre d'Italie, Giorgia Meloni?
Elle a toujours dénoncé, redénoncé la France dans ses menées coloniales, l'exploitation des pays africains, comment des enfants mineurs travaillent dans des mines d'or pour enrichir la France. Elle a toujours dénoncé ça. Elle a dénoncé comment la France a braqué la Libye, assassiné des gens pour s'approprier ses richesses. Elle a toujours dénoncé ça. Alors, elle est italienne. Donc, ça veut dire qu'en Afrique, il y a 3 ou 4 présidents qui sont d'accord qu'on achète aux Nigériens le kilogramme d'uranium à 0,80 centimes d'euros, alors que le même kilogramme est acheté à 200 € ailleurs. Ça veut dire qu'il y a des chefs d'État africains qui sont d'accord et qui veulent aider la France à vivre dans cet état de choses. Est-ce que tu comprends? À partir de là, est-ce que tu es sûr que ces chefs-là, ils sont africains? Je ne crois pas qu'ils sont africains. Parce que je ne sais pas, on dirait que le chef de l'État français a un gris-gris qui les endort, qui les subjugue. Quand ils le voient, ils sont tous au nirvana. En transe. Et tout ce qu'on leur demande, ils font. Parce que le Nigeria, mais on vous dit que c'est la première puissance économique de l'Afrique. Normalement, quand nos petits pays dans la région ouest-africaine ont des problèmes, leur salut, c'est le Nigeria. C'est d'aller se confier au Nigeria. Grand frère, il faut nous aider. Maintenant, le grand frère est vendu. Il a baissé la culotte devant l'ennemi. Et non seulement il a baissé la culotte, c'est lui qui demande aux autres de baisser la culotte devant l'ennemi. Et c'est quel ennemi? Un pays en voie de mort lente, mais sûre. C'est ça l'ennemi. Un pays qui est en train de disparaître. Et qui est tellement aux abois que s'il sait que s'il rate les richesses de l'Afrique, il n'existera plus. Mais il y a des pays européens, je l'ai dit ici au moins 1000 fois, qui n'ont pas de colonies, qui n'ont pas de président esclave à exploiter, mais qui vivent bien. L'Allemagne a quelle colonie? L'Allemagne a quel président esclave en Afrique noire? Le Danemark, la Norvège, la Suède, la Suisse, l'Autriche, ils ont quelle colonie et quel chef noir, quel esclave noir. Maintenant, le seul pays tu tiens 14 États en esclavage, leur président, c'est tes esclaves, tu tiens toutes les zones, tout ce qui est noir, dans les Antilles, en Nouvelle-Calédonie, tu les tiens en esclavage. La France reste le seul pays qui a des esclaves noirs, et ces esclaves, ils sont dans les 14 pays, ils sont dans les Antilles, ils sont en Nouvelle-Calédonie, et personne n'a rien à dire. Pourquoi? L'Allemagne n'a pas d'esclaves, mais c'est la première puissance de l'Europe. Pourquoi on ne dit rien? Est-ce que quelqu'un peut m'expliquer pourquoi il y a des gens qui se disent chefs d'État africains peau noire qui soutiennent ça? Qui peut nous expliquer ça? J'aimerais vraiment qu'un jour quelqu'un nous explique ça. Alors, tu dis qui a intérêt à déclarer la guerre. Mais moi, les 4 là, s'ils déclarent la guerre au Sahel, avant la fin de cette guerre, ils auront tous perdu leur fauteuil. Ils n'ont qu'à essayer. Ils n'ont qu'à essayer. Avant la fin de cette guerre-là. Parce que quand les gens du Sahel, que vous connaissez, qui sont des gens combatifs, quand ils vont faire quelques misères dans un des pays guerriers là, tu vas voir comment la population va réagir contre son chef. Et on n'aura plus à faire des discours, à revenir ici à New World pour parler. Mais est-ce qu'on se rend compte de la gravité quand même de la situation, parce que les forces armées des 3 pays sont en état d'alerte? Ça veut dire qu'à tout moment, ça peut dégainer, mais il n'y a pas d'initiative pour la désescalade. Oui, mais je pense c'est surprenant, mais si c'était ailleurs, nous étions allés jusqu'en Ukraine proposer les bons offices. Je pense d'ailleurs que les 3 pays, la mise en état d'alerte des armées des 3 pays n'est pas suffisante face à la menace. Je pense que les 3 pays de l'AES doivent réfléchir à créer carrément une armée fédérale et prendre des initiatives sérieuses pour restructurer toute l'armée dans cet espace-là. Parce qu'en fait, ceux qui sont en train de conspirer contre eux jouent carrément leur survie. Voyez? Et donc, il faudrait véritablement que les pays de l'AES ne se limitent même pas seulement à des déclarations, à la mise en état d'alerte. Il faut qu'ils fédèrent leur armée et qu'ils s'organisent encore plus. Parce que ces messieurs-là qui ont commencé à conspirer, vous voyez, ils sont dans une situation de désespoir extrême. Puisqu'en réalité, les 3 pays de l'AES sont en train de défaire des chaînes séculaires. Tout ce qui a été fait contre l'Afrique depuis plus de 3, 4, 5, 6 siècles
est en train d'être brisé littéralement par la nouvelle dynamique de gouvernance des pays de la CEDEAO. Vous voyez? Maintenant, s'il faut une solution, je l'ai dit, il va falloir d'abord qu'il y ait un rapport de force. Et je pense que c'est ce que nous sommes en train de voir. Les 3 pays ont très bien fait de s'équiper comme il se doit. Mais ils peuvent encore faire davantage. Maintenant, à partir de ce moment-là, si jamais il y a une brèche et 1 ou 2 ou 3 de ces présidents traîtres tombent, tout le monde comprend que, écoutez, il faut se calmer. Mais avant cela, il va falloir que les opinions se lèvent véritablement dans chacun de ces pays-là pour réclamer véritablement la vérité sur tous ces faits qui ont été évoqués. Parce que quand on évoque quand même la mise en place d'un plan de déstabilisation d'un pays voisin et que des armées, des drones, etc. sont distribués par un pays à des terroristes, c'est quand même une accusation extrêmement grave qui devait suffire pour que les opinions dans ces pays-là commencent à s'organiser et à réclamer des comptes à leurs dirigeants. Puisqu'ils ne sont plus raisonnables, je pense que c'est par cette pression-là, c'est par cette pression de la population, pression légitime, puisque justement le pouvoir appartient au peuple. Je pense que c'est ce travail-là que nous sommes en train de faire à partir du moment où nous analysons comme ça et nous éveillons les consciences de tous ces citoyens-là. Il faut que chacun commence à assumer véritablement sa responsabilité et comprenne que, écoutez, dès l'instant où ça commence à péter, que ce soit au Mali, au Burkina, en Côte d'Ivoire, etc., nous ne sommes pas épargnés. Voilà pourquoi aucun citoyen de l'Afrique ne devait rester indifférent face justement à ces menaces qui sont quand même cuisantes et qui doivent être défaits ici et maintenant. Oui. Est-ce qu'il n'est pas possible que se lève une 3e voie pour proposer un retour à la sérénité dans cette situation où la société civile, est-ce que peut pas... Quelle société civile? De la CEDEAO. En Afrique, la société civile est dressée, excusez-moi le terme, comme des chiens pour insulter leur président. À part ça, il y a quelle société civile? Depuis que ça se passe là, dans nos pays, tu as vu quelle société civile? Mais si on leur dit d'aller faire des discours et insulter les régimes en place, là, c'est bien, puisqu'ils sont financés de l'extérieur pour ça. Je le dis, je sais qu'ils vont m'attaquer, mais c'est les faits. Tout le monde le sait. Mais Gilles, j'ai déjà raconté ici une anecdote. J'ai dit que dans l'ancienne Grèce, il y avait une voyante, la Pythie de Delphes. Alors, un roi est allé la consulter parce qu'il voulait déclarer une guerre pour voir s'il va gagner. Et la Pythie lui a dit, si tu attaques, un royaume va s'effondrer. Il aurait eu l'intelligence de demander quel royaume. Et il est allé attaquer et c'est lui qui a perdu. Il revient voir la Pythie pour lui dire, mais attends, tu m'as trompé. La Pythie lui dit, mais je t'ai dit un royaume va s'effondrer, mais tu ne m'as pas demandé lequel. Ceux qui croient que s'ils attaquent, l'AES va s'effondrer, je tiens à leur dire qu'il leur arrivera les malheurs de ce qui est arrivé au roi qui est allé consulter la Pythie de Delphes, à qui on a dit un royaume va s'effondrer, et il est allé attaquer, il a perdu. C'est les 4 larrons là, s'ils attaquent l'AES, ils vont disparaître. Il ne faut pas qu'on mette les gants pour le dire. Ils vont disparaître, non pas parce que militairement l'AES va les occuper, mais quand l'AES va frapper 2-3 coups dans chacun des pays, les populations sortent pour aller débarquer les danseurs de Paris. C'est pas possible. Les danseurs et les décorés de Paris là, les populations vont les balayer. Ils n'ont qu'à savoir ça. Ce n'est pas le problème de l'AES. L'AES tient parce que son peuple le soutient. Eux, est-ce que leur peuple les soutient? Tu oublies la dernière fois, on a dit ici comment trancher l'affaire. Et je vous ai dit, dans ce cas, on n'a qu'à faire un référendum. J'ai dit ça ou non? Ça veut dire qu'il faut consulter le peuple. Mais il ne peut pas consulter le peuple. Aucun Nigérian, aucun Sénégalais, aucun Ivoirien, aucun Béninois n'est d'accord qu'on paye 80 centimes d'euros 1 kilo d'uranium qui est payé 200 € ailleurs. Même s'ils ne sont pas nigériens, ils ne sont pas d'accord. Aucun. Les banabana qui vendent au marché partout, ils ne sont pas d'accord. Et dire qu'il y a des présidents, leurs conseillers, leurs intellectuels, leurs diplomates qui sont d'accord avec ça, qui sont prêts à livrer des guerres pour ça, pour tuer des centaines, voire des milliers d'innocents. Mais il faut savoir qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Aucun. Lucas Baki, finalement, pour clôturer cette première partie, en ce qui concerne la France, qui a été quand même citée plusieurs fois par le général Tiani, vous avez fait plusieurs fois allusion à ce discours accusateur. Est-ce que la France n'a pas son honneur à laver en mettant sur le tapis les différentes accusations en apportant son point de vue sur la question? Elle n'a pas d'argument, elle ne peut pas. Elle ne peut pas simplement parce que les faits sont tellement évidents. Et c'est une vérité. Et qu'est-ce qu'elle fait? Elle utilise justement l'ESMIR d'Afrique pour parler en son nom. Vous voyez? Sinon,
en réalité, la France ne devait même pas attendre qu'on vienne l'accuser de quoi que ce soit dès l'instant où on a parlé ici des bases militaires françaises qui sont encore en train de traîner dans nos pays malgré le concept de la décolonisation qu'on nous a servi depuis là. Et donc, il faut comprendre tout simplement que la France n'adora en tant que puissance occidentale intervenant au Conseil de sécurité des Nations Unies, etc., que grâce à son influence et à tout ce qu'elle fait à partir donc de l'Afrique. Voilà pourquoi ces généraux sortent chaque fois pour rappeler donc à leurs dirigeants comment il faut procéder pour conserver l'influence. Je reprends leur terme. Pour conserver l'influence et donc continuer à s'introduire, à s'immiscer dans les affaires politiques, économiques et sociales de nos pays. Parce que sans ça, la France ne peut rien. Elle ne peut laver aucun affront à travers un démenti quelconque. Parce qu'il s'agit des faits. Il ne s'agit pas des affirmations gratuites. Il ne s'agit pas de la théorie ou de la rhétorique. Il s'agit là des faits. Et elle-même, elle assume le fait qu'elle ne puisse être quelque chose sans l'Afrique. C'est pourquoi le président Macron lui-même a dit qu'il joue des intérêts en Afrique. Il faut le dire clairement. Et chaque fois qu'un dirigeant français doit parler de l'Afrique, c'est toujours en termes de comment préserver nos intérêts en Afrique, comment faire pour conserver notre influence, notre hégémonie, etc., etc. Et donc, ils ne s'en cachent pas, il n'y a pas d'affront à laver, ils assument ça comme tel, parce qu'ils considèrent que sans l'Afrique, ils ne peuvent pas être une puissance occidentale. Quand tu parles de la France, moi, je parle des dirigeants actuels français. Absolument. Qui n'ont aucun sens de l'honneur. Est-ce que tu sais que pendant qu'on est en train de se poumonner, Poutine ne doit pas gagner, l'Ukraine gagne, en dessous de table, on propose au même Poutine, Lavrov l'a dit, c'est pas moi qui le dis, on va négocier, mais sans l'Ukraine. Pourtant, tous les pays européens qui soutiennent l'Ukraine sont d'accord qu'il n'y aura jamais des accords ou des négociations sans l'Ukraine. Mais si la France avait un minimum de sens de l'honneur, elle n'aurait pas baissé sa culotte devant Lavrov en faisant de telles propositions. Donc, ce n'est pas une question d'honneur, c'est une question de cécité politique et diplomatique. Les États-Unis ont plus de 800 bases dans le monde. Ils ont leur influence dans presque tous les pays. Mais est-ce que les États-Unis demandent à imprimer les monnaies de ces pays? Est-ce que les États-Unis invitent les présidents de ces pays à aller danser à la Maison Blanche? Est-ce que les États-Unis invitent les présidents de ces pays à leur donner des décorations bidons qui ne riment à rien? Quand les États-Unis décorent, ils décorent leurs soldats, leurs anciens combattants, leurs héros, leurs généraux. Voilà ce que les États-Unis décorent. Mais ici, on décore des gens qui n'ont rien foutu, qui ne valaient rien chez eux. Et avec ça, on veut tenir des peuples entiers. Mais il est temps que ces peuples aussi s'expriment. Donc, ne parle pas d'honneur. Tu te rappelles dans quelle pièce de tes choses là, quelqu'un qui ripostait, mais de la conscience à un Turc, on demandait que voilà. Mais tu veux de l'honneur à un dirigeant français. Je parle des dirigeants français. Et surtout l'actuel. Que d'ailleurs, pour vous montrer comment la situation est cocasse, que son peuple est en train de débarquer matin, midi, soir en France, politiciens et de l'opposition et de pouvoir ne demandent que le départ de Macron. Ça, c'est pas moi. Vous le savez. C'est pas moi. Donc son peuple même, d'ailleurs là où nous sommes, je crois qu'il y a un travail de communication de l'AES, de l'Afrique qui doit être fait en direction des opinions françaises pour que les gens perçoivent ce qui se passe et ne pas continuer à produire des déchets toxiques comme les leucointres. Parce que les leucointres, ces déchets-là, c'est la mauvaise information qui les amène à des propos aussi inconscients, aussi débiles. Et irresponsables. Irresponsables. Donc, il faut que nous fassions un travail d'information. On n'a pas des toxiques comme LCI, machin, mais on peut avoir des moyens de communiquer parce que le peuple français actuellement est en train d'endurer pire que ce que nos populations endurent dans nos pays ici, du fait des dirigeants hasardeux et qui sont là endettés, ils prennent l'argent, on ne sait pas où ils ont mis l'argent, mais tous les jours, les dettes augmentent. Les Français même veulent les balayer. On va s'arrêter là pour la première partie de New World Forum. Nous sommes en train de collecter vos contributions. J'aurai le plaisir de les relayer dans la seconde partie. Tout de suite, nous marquons une pause des impératifs commerciaux. Une nouvelle édition du journal, on se retrouve dans une dizaine de minutes. Tout de suite.